Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Ayril Malonga, chargé de projet au Hub, et ravi de vous accueillir cet après-midi pour un événement spécial dédié à l'innovation, dont l'éducation organisée par l'accélérateur Passerelle by Make Sense et nos collègues du département Cohésion sociale et territoire de la Banque des Territoires. Le Hub des Territoires, c'est un dispositif qui incarne la volonté de la Banque des Territoires de créer des synergies et pour cela, nous organisons de nombreuses rencontres, des débats pour favoriser les échanges entre acteurs publics et acteurs privés, mais aussi des moments pour partager et co-construire des solutions aux défis auxquels font face les territoires. Avec 100 événements par an en moyenne, le Hub, c'est une programmation riche qui se décline selon des formats variés, des événements publics, d'autres privés, des ateliers, mais aussi une résidence de start-up. Et depuis octobre dernier, nous avons la chance d'accueillir les 6 nouveaux lauréats qui ont intégré la deuxième promotion de l'accélérateur Passerelle, rejoignant ainsi la dynamique d'échange dans laquelle s'est lancé le Hub des Territoires. Chaque jeudi, les espaces du Hub ont été ouverts, et le sont toujours d'ailleurs, pour favoriser les contacts et les rencontres avec les équipes de l'écosystème de la Banque des Territoires, développer leurs liens avec l'équipe éducation présente sur place, leur permettre de recevoir des partenaires, des prospects ou des clients dans un cadre privilégié, favoriser les échanges entre lauréats, participer aux masterclass et bénéficier de la présence de l'équipe de Make Sense. En plus de créer des passerelles pour mieux comprendre comment nous pouvons collaborer et accélérer la diffusion des solutions innovantes pour l'école, l'événement d'aujourd'hui est aussi pour nous l'occasion de mettre en lumière le travail remarquable de ces lauréats et de célébrer l'innovation dans l'éducation. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Mathilde et Alexandra pour la suite. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je ne suis pas Alexandra, désolée. Je suis Marianne Faucheux, je suis directrice adjointe du département Cohésion sociale et territoriale qui donc anime, porte le dispositif Passerelle. Et ça s'insère dans ce qu'on fait globalement. Puisque ici vous êtes à la Banque des Territoires, un peu le bras armé de la Caisse des dépôts sur les territoires, à la direction de l'investissement. Et donc, dans ce département cohésion sociale et territoriale, on va porter un certain nombre d'actions justement sur la cohésion sociale et territoriale. Ça peut vouloir dire plein de choses. Chez nous, ça va du sujet de développement économique avec des entreprises publiques, l'investissement dans des entreprises publiques locales qui peut-être portent les murs de certains lycées, ou en tout cas les entretiennent. On va sur les sujets de l'inclusion numérique, on va sur les sujets de la formation, du développement économique, de toutes les manières dont il s'exerce, du prendre soin. Donc vous voyez, on touche plein de sujets. Et on s'attaque au sujet de l'éducation et de l'innovation dans l'éducation. On va le faire avec trois grandes manières d'agir. Un, ce qu'on appelle, nous, le soutien à l'écosystème. C'est qui les grands acteurs qui structurent l'écosystème, qui aident les entreprises, quel que soit leur statut, pour qu'elles se développent. Et donc, ces acteurs-là, on va les soutenir, on va travailler avec eux, on va porter des études avec eux pour mieux comprendre l'écosystème et pour qu'il soit le plus bienveillant possible pour toutes ces entreprises qui agissent sur nos sujets d'éducation. Deuxième approche, on va être opérateur de l'État pour soutenir l'innovation. Et ça, on le fait dans le cadre de France 2030. Et là, on va soutenir un certain nombre de projets innovants, soit des projets menés en consortium, plutôt des projets. France 2030, c'est sélectif. Donc on va choisir les projets les plus innovants, qui vont être choisis par des jurys, après qu'on ait un peu travaillé avant quand même. Et on va les accompagner au cours du temps, ces projets. On en a presque 200 en portefeuille, pour qu'ils s'expriment le mieux possible et qu'ils aient l'effet qu'on veut sur les territoires. Parmi ces projets-là, il y a notamment les territoires numériques éducatifs, avec un certain nombre de départements qui s'organisent, où justement le numérique éducatif va se mettre en place, se développer. On a un certain nombre de projets innovants avec des consortiums associant des acteurs universitaires, des acteurs plus de l'éducation, des acteurs des rectorats, et puis
des entreprises, que ce soit des associations, des startups, tout statut, qui vont agir pour faire un peu bouger les choses, expérimenter, développer de nouvelles innovations et les mettre dans les mains des enseignants, des élèves, des personnels éducatifs, pour que ces innovations ne restent pas seulement dans un labo, mais qu'elles servent aux élèves, quel que soit leur âge. Voilà. Et puis, troisième champ d'intervention, on est aussi investisseur. Ça veut dire que des projets, des entreprises qui portent des projets innovants et dans lesquels on croit, dans lesquels on arrive à faire croire notre comité, parce qu'on a notre propre gouvernance, on va investir dedans pour leur donner les moyens de se développer. Et donc, on a investi comme ça dans des très grands, comme Index Éducation, qui porte Pronote, bien connu d'un certain nombre d'enseignants et de parents de collégiens ou lycéens. Mais on a aussi investi dans des startups, et je vais citer MyFuture, qui aident à trouver des pistes pour trouver un stage quand on est un jeune et qu'on cherche son stage de 3e et qu'on n'a pas le réseau avec les parents qui envoient le petit mail qui va bien, qui va faire que vous allez trouver votre stage. Voilà, vous voyez le champ des possibles. Et ce champ des possibles, on veut continuer à l'étendre. Et le dispositif passerelle, c'est sa logique. C'est comment est-ce qu'on accompagne des pépites pour leur permettre d'aller un peu plus loin, de se développer, d'aller toucher, d'aller se mettre en conditions réelles, d'aller toucher les élèves, les enseignants, et pouvoir exercer leur rôle qu'on leur souhaite tous. Et éventuellement, si le projet en plus a du sens d'un point de vue investisseur, on pourra aussi investir dans ces projets. Et donc, on a une première promotion, on a une deuxième qui est en train de travailler et qui est accompagnée par 3 parrains et marraines que je remercie ici, parce que justement, ils leur apportent tous les regards. Et un projet, il grandit parce qu'on le regarde de toutes les manières possibles et qu'on le challenge, on le pousse de toutes les manières possibles pour qu'il se développe. Donc on a l'œil des collectivités, on a l'œil du rectorat et on a l'œil d'une fondation pour soutenir tous ces projets. C'est des projets qu'on a choisis avec attention parce que pour qu'on arrive à les soutenir, on peut en soutenir qu'un petit nombre. Et donc, vous avez 6 heureux élus que Mathilde va vous décrire ensuite. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Qui, justement, sont en train de plancher, de grandir. Et on les regarde avec attention en se disant comment on peut faire pour qu'ils aillent encore un peu plus loin. Et donc, on compte sur vous pour que derrière, ces projets, ils deviennent du concret, du réel, et qu'ils aient de l'impact sur l'éducation de tous les élèves le plus possible. Et je vois que vous êtes nombreux dans la salle, donc je vous remercie pour votre soutien. Les questions que vous allez poser, peut-être, pour continuer à nous challenger tous ensemble et qu'on aille le plus loin possible. Donc merci à tous. Et donc Mathilde, je te passe la main. Merci beaucoup Marianne. Merci beaucoup Marianne. Bonjour à tous, merci d'être ici pour venir rencontrer les lauréats passerelles et leurs parrains et marraines qui nous ont fait la joie de se déplacer pour venir échanger avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Mathilde et aux côtés de Romane et Mélodie qui veillent sur vous depuis le fond de la salle, on représente l'association Make Sense qui accompagne depuis plus de 10 ans maintenant des entrepreneurs sociaux qui innovent sur plein de sujets de société et notamment sur les sujets d'éducation. Et on a la chance depuis 3 ans, côté Make Sense, d'être en partenariat avec la Banque des Territoires pour ce beau programme Passerelle. Et vous allez comprendre le sens du mot passerelle, je l'espère, suite aux 3 tables rondes qui vous seront présentées aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Make Sense, en quelques mots, c'est une association qui œuvre à l'engagement citoyen et au développement des entreprises sociales.
Notre métier, très brièvement, c'est d'accompagner du coup des entrepreneurs sociaux de leur premier pas jusqu'au passage à l'échelle, notamment avec des fonds d'investissement aujourd'hui et plusieurs programmes d'incubation. Et on a l'habitude maintenant de développer des partenariats thématiques avec des acteurs comme la Banque des Territoires ici, pour aller creuser encore plus les problématiques de certains secteurs. Et depuis 3 ans, du coup, on s'arrache les cheveux sur les problématiques du secteur scolaire. Et l'enjeu de cet événement aujourd'hui, c'est d'en parler un petit peu plus en détail pour vous aider et vous donner les billes et quelques outils pour essayer d'aller plus vite et de vous aider, vous, innovateurs, dans le champ de l'éducation, à vous développer plus vite et à nous aider à révolutionner un petit peu le monde de l'école et pour nos enfants demain. Je reconnais pas mal de têtes d'entrepreneurs dans la salle, donc j'espère que cet événement vous sera utile. Je vais vous permettre aussi d'identifier peut-être qui sont les lauréats passerelles de cette année pour que vous puissiez aller leur poser des questions suite à cet événement et que vous puissiez aussi tester leurs solutions si vous le souhaitez. Vous verrez, on a pensé cet événement pour que ce soit le plus interactif possible et donc vous aurez quelques pauses immersives qui vous seront proposées par un des lauréats et quelques présentations à la fin de l'événement. Alors, je vais vous demander juste de vous lever, les lauréats passerelles, et puis je vais vous présenter très rapidement. Je vous présente Quentin de Débacteur, qui œuvre à la démocratie via des applications ludopédagogiques pour aider nos jeunes à mieux s'emparer des outils de démocratie. Je te laisserai évidemment le présenter plus en détail à chacun après. Vanessa de Scolavi. Je ne vais pas présenter Scolavi, car Scolavi va se présenter toute seule quand elle viendra pour la 2e table ronde. Je vous présente Arnaud et Gaëlle de Lily Cool, et Sarah qui est là, de Lily Cool, qui vous fera une petite démo aussi de Lily pendant l'événement. Je vous présente Marianne de l'application Corneille, qui présentera Corneille aussi sur la première table ronde. Et je vous présente Camille et Mathilde d'École Comestible, qui vous feront la démonstration de leur solution, comment on pourrait dire, gourmande, en fin d'événement. Et je vous invite à vous tourner vers elles si vous avez un petit peu faim à la fin de l'événement. Et je représenterai moi-même Louis de Foxart, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui développe des solutions en réalité augmentée pour aider les élèves à mieux appréhender les sujets scientifiques à l'école. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu la solution Foxart, n'hésitez pas à venir me voir et je me ferai une joie de vous faire une démo. J'ai été mandatée pour être démonstratrice officielle de Foxart aujourd'hui. Quentin, il s'est levé, Quentin, Camille. Alors, vous verrez, il y a un fort esprit de promo dans les lauréats passerelles. Ne vous étonnez pas s'ils s'envoient des blagues pendant les tables rondes. On a parfois un petit peu des élèves dissipés finalement dans la promo. Non, pas du tout. Ok. Sans plus attendre, je me fais une joie d'introduire la première table ronde pour parler des collaborations avec les collectivités. Et pour ça, j'invite sur scène Charlotte Brun, adjointe à la maire de Lille sur les sujets d'éducation, qui est la première marraine représentée aujourd'hui du programme PASSEL. Merci Charlotte. Et Marianne Joly de l'application Corneille. Alors vous choisissez. Vous pouvez décider de vous asseoir ou de rester debout. Le principe de ces tables rondes, c'est qu'elles ont été pensées pour être relativement courtes. Donc on va à l'essentiel. Je vais me permettre d'allumer vos micros. Tenez, Madame Brun. Merci. Juste un petit coup. Madame Brun, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de nous présenter peut-être très rapidement un petit peu les questions de politique d'éducation à la mairie de Lille? Alors, donc moi, je suis élue. Je suis par ailleurs enseignante, mais je suis là ici en tant qu'adjointe au maire de Lille, en charge des politiques éducatrices, de la ville à hauteur d'enfant et depuis quelques jours de la ville apprenante, puisqu'on vient avec nos partenaires que sont le rectorat, l'université de Lille et la Cato, on vient d'avoir cette belle reconnaissance de l'UNESCO qui est le label Ville apprenante. Donc c'est vrai que auprès du maire, je brasse et j'orchestre un certain nombre de dossiers qui touchent à l'enfance et à l'éducation. À Lille, c'est une très grosse délégation, tant par le périmètre que par le budget, puisque c'est le premier budget de la ville de Lille. C'est une priorité politique depuis très longtemps et c'est formalisé depuis bientôt 20 ans, l'année prochaine, par un projet éducatif global. Ce projet éducatif global, nous ne sommes pas les seuls à en avoir, mais on a été parmi les premières communes à se doter d'un outil qui est un outil concerté, un plan d'action
concertée d'abord avec l'éducation nationale, mais aussi avec les parents, avec l'ensemble des associations du champ éducatif, et puis évidemment avec nos agents qui sont auprès des enseignants dans les écoles primaires, mais qui sont aussi auprès des enfants sur l'ensemble des temps qui sont les leurs. La ville de Lille, en gros, au-delà du fait que c'est une priorité politique, que c'est le premier budget municipal, nos actions, elles pourraient se résumer dans l'idée qu'elles visent sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire et extrascolaire, c'est-à-dire sur tous les temps de l'enfant. Elle vise à soutenir tout ce qui peut faire que l'enfant puisse s'épanouir en soutenant les droits de l'enfant dans l'esprit de la Convention internationale des droits de l'enfant, bien sûr, mais puisse s'épanouir et qu'on soit tous mobilisés autour de lui, auprès de lui, pour que ne se reproduisent pas les inégalités sociales, pour que son parcours scolaire et sa construction en tant que citoyen d'aujourd'hui et de demain ne soient pas déterminés par des déterminismes sociaux et culturels. Une fois que j'ai dit ça, en fait, c'est super dur, parce qu'en vrai, en France, évidemment, enfin, vous lisez comme moi, vous étudiez comme moi ce qui se passe, et on voit bien que le poids des déterminismes sociaux et culturels est colossal. Donc, nous, on est habités par cela, par un partenariat très, très fort avec l'éducation nationale, je le dis, parce qu'après, on va se demander comment on approche ou pas une collectivité territoriale, mais chez nous, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'on est vraiment main dans la main avec l'éducation nationale, avec la rectrice et notre directeur académique. On intervient historiquement, évidemment, sur nos compétences, que sont le bâti, le dur, mais aussi, bien sûr, sur tous les temps de l'enfant et aussi sur le temps scolaire pour servir les programmes scolaires en venant au service de l'enseignant, l'accompagner dans sa démarche pédagogique. Voilà ce que je peux dire. Proposer à Marianne de se présenter, bien évidemment. Donc, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Marianne Joly, je suis la cofondatrice de Corneille, qui est une application d'apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans, donc cycle 1 et cycle 2. On est lauréat EduUp et on a un déploiement dans les écoles, surtout en grande section, dernièrement, Val d'Oise et Aisne. Et puis on va parler de notre collaboration aujourd'hui avec la ville de Lille autour d'un projet sur le vocabulaire, avec une doctorante qui est chez nous sur cette question. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que grâce à Charlotte Brun, dans le cadre de Passerelle, on a pu aller passer quelques jours à Lille en Learning Expedition, sur le terrain, rencontrer énormément d'acteurs au sein de la collectivité pour permettre aux lauréats, du coup, de créer des passerelles avec ces acteurs-là. Première explication du jeu de mots. Dans ce cadre-là, on a découvert aussi des projets concrets que la ville de Lille a mis en place et la politique La ville à hauteur d'enfant. Est-ce que vous pourriez nous donner juste un exemple qui traduit du coup la politique de ville à hauteur d'enfant ? Alors en fait ça va être dur d'en résumer à un parce que ça respire dans la ville de Lille. Par exemple, effectivement, on vous a emmené dans une école, l'école Ariane Capon, qui a 1 an et demi et dont l'urbanisme, ça illustre bien la coopération avec l'éducation nationale, dont l'urbanisme, le projet architectural a épousé le projet pédagogique mené par un groupe pilote de 7 enseignants. 7 enseignants qui, par ailleurs, s'appuient également sur un projet de recherche, donc en lien avec un laboratoire. Et l'urbanisme de cette école vient servir une pédagogie, un projet pédagogique qui leur était cher. Ici, on pourrait le dire innovant, là peut-être un peu moins, parce qu'en fait, finalement, il s'appuie sur la conviction que la coopération à l'intérieur de l'école, entre niveaux, entre enfants, sert l'éveil et les apprentissages. Bon, ça, c'est des choses qui sont portées par des enseignants depuis longtemps, mais ça se traduit concrètement
dans l'urbanisme, puisqu'il n'y a qu'une seule cour d'école, maternelle élémentaire. Il y a des jardins qui sont un peu disséminés partout, des salles de classe qui s'ouvrent jusqu'à l'envie, qui peuvent se recloisonner jusqu'à l'envie. Donc on a des salles de classe encore plus grandes que cette pièce, mais gigantesques. Voilà, c'est une école qui se module sur chaque projet, dont tout va être pensé pour la coopération entre enfants et entre enseignants. Et ça, concrètement, nous, le projet architectural, il est au service d'une pédagogie qui, par ailleurs, se nourrit d'un travail de recherche, s'évalue aussi. Je pense que ça fera plaisir à Madame la rectrice. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire « Ah, c'est super parce que c'est innovant » et on décide à quelques-uns que c'est innovant. Il s'agit de l'évaluer aussi de temps en temps. Et puis, avec cette certitude qu'il s'agit bien, autour de l'école, d'animer tout un village autour de l'école et de l'enfant. Et qu'il y a une cohérence entre les associations qui interviennent. On vous a présenté une association dont les locaux sont juste en face, qui est un acteur culturel majeur, partenaire de l'école, mais également les animateurs, l'école de musique à côté. Voilà, il y a tout un écosystème. Autrefois, on parlait d'école ouverte. Je ne sais pas si c'est encore... voilà, ce que ça peut bien vouloir dire, mais en tout cas, il y a bien une correspondance autour d'un enfant de tous les acteurs, bien au-delà du seul temps de l'école ou du seul temps périscolaire dans l'école. Merci beaucoup. Il y a plusieurs porteurs de projets dans la salle. J'imagine que, comme pour les lauréats passerelles, certains se posent la question de comment sont perçus les innovateurs privés, les entrepreneurs sociaux qui cherchent à développer des solutions éducatives par les collectivités. Et peut-être comment ça se passe aujourd'hui à la mairie de Lille quand un porteur de projet vient vous voir. Et je pense que le retour d'expérience aussi de Corneille sera intéressant. J'y vais ou tu y vas, Marianne ? Alors... franchement, je ne suis pas persuadée que le premier contact soit un contact facile. Parce que sur le champ éducatif tout particulièrement, il peut être tentant d'arriver et de dire qu'on a soit la solution, qu'on va tout révolutionner, là où notre conviction à la ville de Lille, mais aussi parce qu'on a ce travail de très long terme et de partenariat très fort avec l'éducation nationale et puis avec tous les acteurs, hein, c'est qu'il s'agit principalement d'outiller les acteurs déjà mobilisés aujourd'hui et de venir les nourrir. Nous, on est par contre une collectivité, mais on n'est pas les seuls. On appartient à des réseaux, le réseau France Urbaine pour les grandes villes, le réseau des villes éducatrices aussi, dans laquelle est très impliquée la ville de Montpellier. On se parle beaucoup entre nous et puis on est très à l'affût de projets qui viennent s'appuyer sur la recherche, sur une analyse et puis qui sont évaluables et évalués. Par ailleurs, c'est aussi l'esprit aujourd'hui, en tout cas pour nous dans le Nord, hein, du déploiement des cités éducatives. Il ne s'agit pas de venir remettre sous couvert d'être innovant ou parfois moins, de venir remettre des feuilles dans un millefeuille en considérant de manière illusoire que l'addition des feuilles viendrait un peu par hasard toucher finalement les élèves qui en ont le plus besoin. Nous, on a vraiment besoin d'être... c'est ça qu'on cherche quand on a besoin d'être accompagné, d'être encore meilleur en étant mieux outillé pour aller, je voulais dire, chercher la posture qui sera la plus efficiente pour l'enfant qui manque de vocabulaire. Donc c'est pour ça que le projet de Marianne nous plaît beaucoup. L'enfant qui manque de vocabulaire, et on sait que c'est un des facteurs déterminants par la suite dans la capacité de rentrer dans la lecture, mais aussi dans les apprentissages. Venir nous outiller pour voir comment est-ce qu'on est très impliqué, par exemple, sur la pratique culturelle et sportive, quelle est la pratique qui va permettre de venir armer cet enfant pour qu'il puisse réussir davantage demain dans ses apprentissages.
Voilà, donc c'est vrai que là, on peut avoir des petites appréhensions. Elles sont vite levées quand on a en face de nous des acteurs qui s'appuient sur la recherche, sur de la littérature et sur des besoins concrets que sont ceux des acteurs de terrain. Merci beaucoup. Et on parlera justement du sujet de la mesure d'impact dans notre 3e table ronde. Marianne, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour Corneille, la mise en place d'une collaboration avec la ville de Lille ? Alors, j'aime beaucoup que tu parles du terrain et du concret, parce que je crois que c'est une des choses importantes, c'est que le projet des entrepreneurs s'inscrivent dans la perspective, dans ce que fait la ville, et de bien comprendre ce que fait la ville et de ne pas venir, tu l'as dit au début, c'est pas facile d'aller voir une collectivité si on ne connaît pas bien la collectivité, si on ne connaît pas ce qui l'anime. Je pense que c'est très important. Nous, sur le projet vocabulaire, on avait une espèce d'évidence, parce que Lille travaille beaucoup sur le Parler Bambin, qui est un programme sur les crèches, pour développer le vocabulaire des enfants en crèche. Et nous, le projet qu'on porte aujourd'hui, c'est un travail sur l'enrichissement du vocabulaire des prélecteurs et la manière dont ce niveau de vocabulaire détermine leur entrée en lecture. Or, évidemment, tu parlais de différences sociales au début. Des enfants de milieux favorisés ont à 6 ans 20 000 mots de vocabulaire. Un enfant de milieu défavorisé en a 5 000. Donc, évidemment, ça conditionne l'entrée en lecture, puisqu'un enfant qui a peu de vocabulaire va énormément déchiffrer et de fait être en difficulté. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec l'Université de Lille, avec le laboratoire Scalab en psychologie cognitive, pour mettre en place des outils qui vont enrichir ce stock de vocabulaire chez les enfants qui en sont le plus démunis. Mais c'est évidemment une phase, un travail long sur 3 ans qui passe par de l'évaluation sur place et de l'évaluation du stock de vocabulaire et du seuil en fait entre le niveau de cercle vicieux et de cercle vertueux dans l'entrée de la lecture. Donc ça passe par beaucoup de quantification. Donc il y avait cette logique, cette continuité, on va dire, dans Parler Bambin qui va au-delà dans la maternelle. On a un peu une rencontre passerelle quand même, parce que même si on est sur le même territoire, c'est aussi Passerelle qui a facilité notre mise en relation. Il faut le dire quand même. Merci Passerelle. Et aujourd'hui, donc, on est en train de mettre en place les premiers jalons de l'expérimentation. On travaille déjà avec une école de Lille Sud qui est dans un quartier assez compliqué, un quartier qui est en transition, qui est en train de changer complètement, avec une école qui va être déplacée. Et c'est une école où il y a déjà un gros travail qui est fait sur le vocabulaire des enfants, avec des scolarisations en toutes petites sections pour que justement les enfants acquièrent par l'école beaucoup plus de vocabulaire. Et on est en train de travailler déjà dans cette phase de pré-évaluation des stocks de vocabulaire avec cette école qui fait un travail assez formidable pour les collègues de Passerelle. C'était Monsieur Dujardin qu'on a eu en intervention, qui est une personne assez exceptionnelle quand même. Qui est directeur d'école. Et là, concrètement, le projet de recherche et puis le projet de Marianne Corneille coche vraiment. Ils se sont rencontrés avec notre projet éducatif global. C'est-à-dire pour nous, l'axe de l'entrée dans le langage du tout petit et le déterminisme de l'acquisition du langage sur les apprentissages de main, c'est au cœur de notre premier axe du projet éducatif global. Donc évidemment que ça nous parle et qu'on ne pouvait qu'être partant. Merci beaucoup. J'ajoute que Passerelle n'a pas été que la seule... Pas du tout. On est sur le même territoire quand même. C'est ça. Et par ailleurs, ce fut l'occasion pour d'autres startups de rencontrer les services de la ville qui ont été sous le charme de nombreuses propositions. Et je sais qu'il y a des rendez-vous qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours pendant le mois de mai. Donc voilà, c'est vrai que ce qui favorise aussi les rencontres, c'est de prendre le temps tous ensemble. La passerelle, l'expédition apprenante du mois de février fut l'occasion de prendre le temps pendant presque 3 jours complets de se parler, d'échanger. C'était vraiment en interaction, de présenter les projets, que les agents de la ville, mais aussi des directeurs d'école, des inspecteurs... un adjoint d'ASEN puisse formuler leurs besoins, leurs envies. C'était vraiment 3 journées très productives. Ouais, c'est vrai, c'était riche. On est reparti
un peu fatiguée, mais avec plein de rencontres extrêmement intéressantes qui permettent de voir au-delà des seuls titres et postes des personnes qui sont clés pour le développement des solutions, mais d'aller comprendre aussi quelles sont les politiques de la ville, qu'est-ce que la ville a envie de mettre en priorité. Peut-être, Madame Brun, un conseil pour les entrepreneurs qui sont ici et qui voudraient eux aussi approcher des collectivités pour développer leurs solutions. Est-ce que vous auriez un conseil à leur partager ? Pas de mail type. Pas de mail type. Ben, c'est vrai, voilà, pas de mail type, et puis rentrer en contact avec l'élu. Moi, je pense que les villes qui ont des quartiers, des écoles en éducation prioritaire, des cités éducatives, sont des villes qui, par définition, ont vraiment encore plus besoin, probablement sont très mobilisées pour essayer d'outiller aux côtés de l'éducation nationale, les acteurs qui sont auprès des enfants et partagent ce que je viens de vous développer sur la mobilisation pour les réussites des enfants. Donc je pense qu'il faut aussi rentrer dans le projet d'une commune, savoir lui parler et puis bien cibler les communes auxquelles vous parlez. Parce que si l'approche elle est automatique et par mail générique, il y a de fortes chances que le mail arrive dans la poubelle et que c'est évidemment pas une bonne approche. Rien ne remplace la rencontre entre un projet politique et un projet partagé. J'insiste sur le fait que nous, il y a un projet politique assumé, mais il est vraiment au service d'une ambition qui est l'ambition de l'école, de l'apprentissage et de l'école de la République. C'est-à-dire que ça fait partie de notre contrat à nous tous en France. Donc, il faut vraiment avoir l'occasion de présenter son projet et de venir en échanger avec les équipes. Et il faut créer cette occasion. Voilà. Merci beaucoup. Marianne, toi qui as vécu l'expérience de l'autre côté, est-ce que tu aurais un conseil ? J'aurais un peu le même conseil quand même. Alors il faut oser, il faut aller présenter sa solution. Ça peut un peu faire peur d'aller voir une collectivité parce qu'on ne connaît pas très bien. Pour nous les entrepreneurs, ça peut être un peu effrayant quand même, il faut le dire. Donc il faut oser aller parler, aller présenter, aller soutenir les projets auxquels on croit. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je te rejoins, c'est de bien connaître la collectivité, de bien connaître son projet et de bien être sûr qu'on est aligné avec son projet pour rentrer dans cette perspective et ne pas être en hiatus, ne pas aller s'allier avec une collectivité qui ne suit pas les mêmes lignes de son projet. Ça n'a pas de sens et c'est du temps perdu. Donc bien connaître son interlocuteur, bien l'identifier et puis après y aller, oser. Génial, merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a Oh waouh, une question très volontaire dans la salle. Merci. Bonjour, Deborah Elalouf, entrepreneur Tralalaire et business angel de certaines startups dans la salle. Bravo et merci pour ce partage. J'avais une question concrète. Donc, ce que vous exposiez, là, c'était l'intérêt pour l'appui à la mesure d'impact face aux solutions, et puis avec une démarche qui est une démarche sur le long terme, 3 ans d'expérimentation. L'une des difficultés, souvent des acteurs et des entrepreneurs, c'est ces écarts entre le temps long de la recherche, le temps long de l'expérimentation et puis le fait de vivre et d'être soutenu. Je me demandais concrètement là comment la collectivité avait contribué. Est-ce que c'est la contribution, le financement d'une première expérimentation de manière ponctuelle? Est-ce que c'est un accompagnement au temps long sur ces 3 ans? Et est-ce que vous avez d'autres modalités d'action que celle de l'implémentation d'un travail de recherche qui est riche en lien avec le tissu? Et comment est-ce que vous avez déjà expérimenté ce frottement entre ces 2 temps et dans les modalités et le fait d'identifier les bonnes modalités de support de la collectivité à l'entrepreneur correspondante? Moi, je commence à te répondre. Merci de ta question. Donc, nous, on a cette thèse, en fait, c'est une thèse, c'est un projet de thèse qui est subventionné par la région, donc Hauts-de-France. Donc, nous, on est à Tourcoing, on n'est pas à Lille, mais elle a été subventionnée par la région parce qu'il y a une vraie volonté sur le territoire de soutenir cette question du vocabulaire. Voilà, je pense que c'est une question qui est nationale, mais il y a une volonté régionale d'aller le soutenir. Donc, nous, notre doctorante, elle est financée
par la région. C'est assez rare en sciences humaines, mais voilà, on l'a eu, on en est content. On travaille avec une chercheuse qui s'appelle Séverine Casalis, qui est spécialisée dans la lecture et le bilinguisme et qui est assez reconnue sur la question. Donc c'est une vraie question que tu poses, hein, pour les entrepreneurs. Et nous, c'est vrai que pour nous, c'était compliqué au début de gérer ces distorsions temporelles, parce que des projets sur 3 ans, c'est pas du tout notre temporalité où on réfléchit d'hier à demain très très rapidement. Donc nous, on apprend à jongler avec ça. Ça a été une petite gymnastique au début. Le projet alimente tellement le projet Corneille derrière, et il y a une telle cohérence qu'on a décidé de le soutenir. C'est pas simple au début. Nous, on a eu un vrai ajustement de comment on vit en vendant des licences de Corneille pour gagner notre vie, et comment on gère ce projet sur le plus long terme. Maintenant, voilà, la cohérence de l'ensemble fait que voilà, ça marche. Et côté Charlotte Brun, du coup, parce que là-dessus, il y a d'un côté un soutien de la région à un travail de doctorat et à un travail de recherche, la contribution de la collectivité, à la fois dans ce cas d'école-là et dans ce que vous souhaitez pousser comme modalité de soutien aux solutions EdTech, et qui correspond à vos besoins locaux. Alors là, concrètement, mais ça peut être important, nous, on a servi de VRP. C'est-à-dire, on a fait rencontrer Marianne et un directeur d'école, et je pense que ça doit, par ailleurs, ne pas être suffisant. Il faut qu'on ait encore d'autres écoles dans le dispositif. Convaincu, sans que ce fût trop difficile, l'éducation nationale par ailleurs. Donc, en fait, ça dépend beaucoup des configurations de ville, mais il se trouve que nous, comme on est très engagés, et qu'on a un partenariat très fin avec l'éducation nationale, il est facile pour nous d'en échanger avec l'éducation nationale. Et par ailleurs, je le fixe comme condition, c'est-à-dire que nous, on n'ira pas sur un projet qui n'est pas assumé et porté par les équipes dans une école ou pour lequel un inspecteur, on a 4 inspecteurs de l'éducation nationale à Lille, n'est pas convaincu. C'est-à-dire, on n'ira pas contre eux, y compris sur les temps périscolaires. Hein. Donc là, ça peut aller d'une action de VRP ou de mise en contact. On le fait beaucoup. Mais ça peut aussi être, et c'est le cas par exemple dans ce qu'on envisage avec l'école comestible ou Lily Cool, ça peut être de la prestation pour la ville de Lille sur le temps périscolaire ou au service d'un projet sur temps scolaire. Donc nous, on peut totalement, y compris être dans le financement sur une année scolaire ou sur plusieurs années scolaires. Alors le tout avec les règles de financement des collectivités territoriales qui doivent être respectées. Mais en fait, c'est pas parce que c'est une action de mise en contact qu'elle est moins importante qu'une action de déploiement à l'intérieur d'une ou de plusieurs écoles sur le temps périscolaire ou sur le temps scolaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Évidemment, on est encore disponible à la fin de l'événement pour répondre à vos questions particulières si vous en avez. Un grand merci pour votre temps, vos messages et la réponse aux questions. Merci beaucoup. Pour se remettre en jambes, pour la prochaine intervention, je vais inviter Arnaud de Lily Cool pour une petite pause immersive pour que vous puissiez tous, ici dans cette salle, expérimenter une des solutions des lauréats passerelles. Tu veux faire une petite animation de transition ? On y va. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Alors, je vais vous parler rapidement de Lily Cool. Lily Cool, c'est un assistant pédagogique audio pour enseigner les compétences psychosociales aux élèves de 3 à 12 ans, à l'école, en périscolaire et à la maison. Lily Cool a été lauréat passerelle, on en est ravis. Lily Cool est également soutenu par EduUp et également lauréat du dispositif TNE, Territoire numérique éducatif. Donc à date, on est déployé dans 6000 classes et accueil de loisirs. Et au niveau des TNE, magnifique, merci beaucoup. Au niveau des TNE, Lily est la 2e ressource souscrite par les enseignants en France, tout niveau et toutes disciplines confondues.
Donc on en est très heureux. Et du coup, la question c'est, mais pourquoi? Alors pourquoi, en fait, on pense que Lily permet facilement de lever les 4 principaux freins à l'enseignement des compétences psychosociales. Le premier frein, c'est l'équipement. Qu'on parle d'enseignants en classe ou d'animateurs en périscolaire, Lily, c'est facile. On peut l'utiliser sur son TNI, sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son smartphone, et même sans connexion Internet. Donc vraiment facile pour lever le frein de l'équipement. Deuxième frein, c'est les ressources pour enseigner les compétences psychosociales. Donc on va pouvoir en faire un petit temps de pause dans quelques instants ensemble. On propose 3 types d'activités. L'activité je me pose, les temps calmes, pour travailler sur l'anxiété et l'attention des enfants. Après, on va travailler sur l'aisance à l'oral et la créativité, avec de l'art et des jeux d'impro à hauteur d'enfant, comme dirait Charlotte Brun. Et enfin, je grandis avec des ateliers philo. À notre sens, c'est une incarnation des cours d'empathie pour les enfants, parce qu'on va aller développer leur esprit critique, leur capacité à raisonner, à construire un raisonnement, à le confronter et à s'opposer à l'opinion d'autrui et pas à autrui, donc à bonne distance émotionnelle au service du vivre ensemble. Deuxième frein, les ressources. Troisième frein, je vais faire beaucoup plus rapidement. Je vous rassure, c'est ce que vous voyez en bas, la salle des super profs. Si on était sur Lily en périscolaire, ce serait le coin des super animateurs, et pour les familles, le coin des super parents. C'est toute la dimension formation qu'on met à disposition des éducateurs, en particulier sur les ateliers philo, mais on leur donne toutes les clés pour pouvoir eux-mêmes ou elles-mêmes s'armer sur ces compétences psychosociales. Le quatrième et dernier frein, c'est la continuité éducative. Et Lily, on l'a pensé, conçu, développé pour se décliner en 3 Lily. Vous avez Lily à l'école ici, mais on a Lily à la maison et Lily en périscolaire avec un accompagnement adapté aux parents ou aux animateurs. C'est pour voir si ça suit. Alors, on y va. Tac. On va rentrer par séquence pédagogique, parce qu'au-delà des 300 activités, on a 7 séquences qui sont là. Et donc, on va aller ensemble dompter l'erreur. Vous avez envie de dompter l'erreur avec moi ou pas? Alors, on va dompter l'erreur. Et donc, le principe de ces séquences pédagogiques, c'est qu'on filtre en fait nos 3 types d'activités par rapport à un objectif précis. En l'occurrence, dompter l'erreur, on a un jeu d'impro pour gagner quand on rate, ou un podcast philo où on parle de l'erreur, on réfléchit à l'erreur par rapport à la faute, et à la faute à l'école par rapport à la faute dans la vie. Je vous invite à l'écouter. On va faire donc un petit jeu de mémoire, ça dure 2 minutes, et un jeu de mémoire qui va développer les compétences cognitives des enfants, mais aussi les vôtres, parce qu'à travers 2 minutes, vous allez comprendre, et c'est ce qu'on instille à travers les éducateurs aux enfants, comment le cerveau apprend. Il apprend premièrement de ses erreurs, donc vous allez pouvoir vous tromper allègrement, et il retient par la répétition. Et ça, c'est le principe des courbes de l'oubli du docteur Ebbinghaus de la fin du 19e, qui est donc retranscrit de manière totalement ludique et transparente pour les enfants. Mais finalement, Lily, c'est apprendre en s'amusant intelligemment. Vous êtes prêts pour un peu de concentration? C'est parti. Assieds-toi dans la pièce de ton choix, un endroit que tu connais bien, mais que tu n'observes probablement plus vraiment, car tu es très habitué à y passer du temps. Commence à regarder tout autour de toi et observe les détails de cette pièce en te concentrant bien. Observe la couleur des murs, le sol, le plafond, les objets et meubles qui t'entourent, les choses accrochées au mur s'il y en a, la disposition de la pièce dans le détail, tout ce qu'il y a autour de toi. Concentre-toi bien pour mémoriser cette pièce et tout ce qu'elle contient. Encore quelques secondes pour observer et mémoriser le maximum. Et c'est parti! Maintenant, ferme les yeux et essaie de visualiser cette pièce avec tous les détails que tu as retenus suite à ton observation. C'est difficile? Pas de panique, tu as le droit à un deuxième essai. Je vous propose qu'on arrête maintenant. Ouvre les yeux et observe la pièce de nouveau. Mais vous pourrez le pour refaire retenir encore plus de détails.
Voilà. Je sais que la fin est un peu haletante, mais j'ai compris de Mathilde qu'il fallait gagner du temps sur le retard. Voilà. Un exemple de temps calme. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième table ronde. Je vais appeler Madame la rectrice et Vanessa, si ça vous va. Ah. On n'attend plus que toi. Alors, merci à toutes les deux. On va passer à cette deuxième table ronde. On a parlé des collectivités tout à l'heure. Maintenant, on va parler d'un autre acteur institutionnel hyper important quand on est une EdTech ou qu'on travaille dans l'éducation, les académies. Et pour répondre à cette fameuse question de dans quelle mesure est-ce que les académies sont un partenaire clé pour développer une solution à l'école, on a deux interlocutrices, Vanessa Duchâtel et Sophie Béjean. Je vais vous laisser vous présenter rapidement afin que nos participants puissent vous connaître. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, je suis très contente d'être là, un peu impressionnée, parce qu'évidemment, pour une rectrice, que je suis une rectrice d'académie, de région académique, mon quotidien, ça n'est pas de côtoyer, d'échanger avec des innovateurs, des personnes qui sont à la tête de start-up, et puis bien sûr des acteurs qui les accompagnent. Alors, je suis effectivement rectrice de l'Académie de Montpellier. L'Académie de Montpellier, c'est une académie qui, contrairement aux apparences, est une académie très marquée par des indicateurs sociaux difficiles, une population scolaire en grande difficulté, le plus souvent. 4 des 10 départements les plus pauvres de France sont dans l'Académie de Montpellier. Je donne souvent ce chiffre parce que ça donne une image. Et comme c'était dit tout à l'heure dans la première table ronde, quand il y a des difficultés sociales, il y a aussi des difficultés dans le parcours scolaire des élèves. Cette académie a évidemment choisi de s'atteler de longue date à ces difficultés pour favoriser la réussite des élèves, pour favoriser leurs apprentissages et pour leur permettre d'avoir des parcours qui soient ambitieux. Alors moi, comme rectrice, ma responsabilité, c'est sans doute quelque chose de très institutionnel. J'ai la responsabilité des politiques éducatives, j'ai la responsabilité des moyens qui me sont octroyés par le ministère pour le déployer sur le territoire. Et en même temps, j'ai la responsabilité de le faire avec les acteurs du territoire, avec les collectivités particulièrement, bien sûr, avec les entreprises, éventuellement, les associations qui sont sur le territoire, mais de le faire aussi avec les acteurs que vous appeliez tout à l'heure les acteurs de terrain, les professeurs, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les équipes de direction. Et pour cela, il faut penser en fait une organisation qui permette d'allier la responsabilité de la déclinaison hiérarchique, on pourrait dire, administrative, institutionnelle, du ministère de l'Éducation nationale jusque dans la classe, et puis de l'adapter au territoire, aux besoins des élèves et avec les acteurs du territoire. Pour vous en dire un mot, je veux citer les 4 axes du projet de l'Académie de Montpellier. Le premier axe, ce sont les valeurs. C'est aussi une académie qui est marquée par des violences, des problèmes de harcèlement, etc. Des valeurs, mais des valeurs partagées. C'est-à-dire que nous les partageons avec les collectivités, nous les partageons avec les enseignants et avec les acteurs de l'académie. Le deuxième axe, c'est la réussite. Pour tous nos élèves, c'est toujours l'adjectif qui suit ou le complément qui suit qui est important. Pour tous nos élèves, c'est-à-dire faire attention à tous nos élèves, y compris en fonction de leurs besoins particuliers, de leurs difficultés au départ et de la façon dont ils peuvent évoluer. Le troisième axe, c'est celui des partenariats ambitieux. Alors ça, c'est nouveau. Ça n'était pas présent vraiment dans notre projet d'académie. Et de plus en plus, je pense que l'Éducation nationale met cela en avant, c'est-à-dire de travailler avec les partenaires.
d'abord les collectivités, parce que ce sont les collectivités de rattachement des écoles, des établissements scolaires, avec les élus du territoire, avec les autres services de l'État, bien sûr. Par exemple, en matière de sécurité, on a un petit peu besoin des services du préfet, mais aussi avec tous les autres acteurs du territoire. Et là, on a besoin de vous. Voilà. Donc des partenariats ambitieux et qui répondent à nos précédents objectifs. Et le dernier axe que je veux citer, parce qu'il est aussi illustratif, c'est des femmes et des hommes engagés. Et les femmes et les hommes engagés, ce sont les enseignants, les personnels, les équipes de vie scolaire, les équipes de direction, et puis aussi ceux qui sont chez nos partenaires, qui sont engagés avec nous pour finalement répondre à nos missions. Donc je voulais citer ces 4 axes parce que je pense que, vous voyez, c'est ce qui permet d'allier finalement cette responsabilité un peu institutionnelle et administrative avec l'action concrète de terrain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa Duchâtel, je suis cofondatrice et directrice de l'association Scolavi. Donc, Scolavi, c'est une association à but non lucratif et notre mission, c'est de placer les compétences psychosociales au cœur du parcours éducatif des enfants, de faire en sorte qu'ils grandissent dans un environnement qui leur permette de développer ces compétences-là, qui vont avoir un impact crucial par la suite sur leur santé, sur leur réussite scolaire et professionnelle, et puis qui, d'un point de vue macro, ont un enjeu très important en termes de lutte contre les inégalités sociales et contre les inégalités de genre. Scolavi fait du plaidoyer pour expliquer l'enjeu autour de ces compétences-là, et Scolavi accompagne les professionnels de l'éducation. Donc on forme et on outille les professionnels du premier et du second degré, les profs, les ATSEM, les inspecteurs, les chefs d'établissement, pour qu'ils apprennent à développer ces compétences-là chez eux et chez les jeunes qu'ils accompagnent. On fait ça sur le terrain, on vient faire des conférences, des ateliers, des journées de formation, de la formation initiale jusqu'à la formation de formateurs. Et on fait ça en ligne avec une offre e-learning où on peut poursuivre la formation, accéder à une communauté de pairs et trouver beaucoup d'outils et de ressources pour la classe, des kits et des séquences pédagogiques à pratiquer avec ses élèves. On est aujourd'hui présent dans 21 académies, dont l'Académie de Montpellier. Et cette année, l'ensemble de nos actions devrait toucher environ 350 000 élèves sur le premier et le second degré en France. Merci pour ces présentations. Je me permets de le redire, Vanessa est lauréate de la deuxième promotion de notre accélérateur et Madame la rectrice est l'une des marraines de cette deuxième promotion. Alors, j'avais une première question pour vous, Madame la rectrice, c'était dans quelle mesure est-ce que les académies peuvent légitimer le projet porté par des entrepreneurs privés ? Parce que c'est quelque chose qu'on voit qui n'est pas forcément toujours facile, notamment pour nos entrepreneurs passerelles. Oui, alors c'est pas une question facile, effectivement, parce que je pense que c'est la même chose pour les collectivités. On ne peut pas décider de manière indépendante de la volonté des acteurs de s'impliquer, de s'approprier finalement un partenariat, des ressources, des projets de formation, n'importe comment. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt une organisation qui permette de le faire. Donc, pour moi, il me semble il y a peut-être quelques conditions à réunir. Bon, la première, évidemment, c'est de répondre aux priorités qui sont les nôtres. Je les ai exposées à travers le projet d'académie, mais ensuite on pourrait décliner de manière plus fine. La deuxième, c'est de s'inscrire dans un cadre qui permet de vérifier l'impact, donc d'évaluer en fait, de mesurer. Et ça peut passer par un partenariat avec des chercheurs, bien sûr. Sinon, on a d'autres façons de mesurer l'impact, on peut le faire. Puis la troisième, qui est très importante, c'est l'appropriation par les acteurs. Il n'y a pas de développement de ressources ou de projets qui concernent les compétences psychosociales, qui concernent l'apprentissage de la lecture, qui concernent d'autres compétences ou d'apprentissage de nos élèves, avec une entreprise ou une association, sans que les professeurs adhèrent, s'approprient, et ensuite ça permet d'essaimer éventuellement.
Donc, notre rôle à l'éducation nationale, alors je dirais région académique et académie, parce qu'on a une organisation qui est à plusieurs niveaux, puis départementale, voire même dans chacune des circonscriptions. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les différentes conditions soient réunies. Alors moi-même, comme rectrice, je ne rencontre pas toujours, aujourd'hui je suis très contente d'être là, mais je ne rencontre pas toujours tous nos interlocuteurs, toutes les entreprises avec lesquelles, ou les associations, ou les startups avec lesquelles nous travaillons. Donc nous avons des services dédiés qui vont accompagner ça, la direction de région académique au numérique éducatif, pour toutes les solutions numériques particulièrement, bien sûr. Les missions CARDI, qui sont les missions qui accompagnent l'innovation et qui le plus souvent sont en relation, comme vous le savez, avec des chercheurs, des laboratoires, particulièrement des laboratoires de psychologie cognitive, parce que si on s'intéresse aux apprentissages, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Si on veut comprendre le rôle de la gestion des émotions, des compétences psychosociales, il faut aussi comprendre cela. Et ces deux services-là sont les deux premières clés d'entrée, je dirais, pour développer des partenariats. Soit en venant directement voir ces services, soit en venant par l'intermédiaire d'autres dispositifs ou d'autres acteurs comme les collectivités. Et les exemples qui étaient donnés tout à l'heure sont tout à fait complémentaires. Merci. Alors, je passe de l'autre côté du paravent, Vanessa, pour te demander, donc déjà, bravo, 21 académies, c'est assez impressionnant. Selon toi, pourquoi est-ce que les académies sont un acteur essentiel pour s'implanter sur un territoire ? Je pense à trois grandes raisons. L'impact et l'impact. L'impact parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de réussite des élèves, de bien-être, d'envie de changer, etc. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez la conviction que vous avez une solution qui va répondre à une problématique éducative ou sociale importante, vous pourrez y répondre que si vous vous frottez au terrain. Donc si vous voulez que votre projet il ait de l'impact, qu'il fonctionne, qu'il se passe vraiment quelque chose, il faut que tous les jours, vous soyez avec votre cible. Donc, selon vos solutions, je ne sais pas si c'est les profs, si c'est les élèves, si c'est les deux, si c'est d'autres types de personnel, si c'est le périscolaire. Et pour ça, les académies sont un point d'entrée extrêmement précieux pour tester votre solution. Et j'irai plus loin vraiment pour vous aider à en faire partie prenante de votre réflexion au quotidien et de la conception de votre produit ou de votre service. L'autre raison, c'est l'impact. Personnellement, je crois que le changement, il opère, quelle que soit la problématique sociale qu'on adresse, si on va l'attaquer par différents endroits. En l'occurrence, pour nous, entrepreneurs dans l'éducation, je pense que c'est assez intéressant de se poser la question de ce qu'on peut faire avec une stratégie nationale en allant chercher des dispositifs nationaux comme on a parlé des DUEP, il y a les agréments, il y a les GAR, les TNE, enfin il y a tout un tas de dispositifs qui sont à l'échelle nationale. Et après, il y a tout ce qu'on peut faire d'un point de vue justement entré par les académies ou par les collectivités dont on parlait avant. C'est une question que je vous inviterai aussi à vous poser. Et on sait qu'il y a beaucoup d'alternance dans le milieu de l'éducation. Alors, au niveau national, c'est une alternance politique qu'on voit beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup de turnover. On travaille avec et pour des professionnels qui sont fatigués. Il y a beaucoup de démissions, il y a beaucoup de burn-out. Vous le constatez, mais nous, souvent, les gens avec qui on travaille restent 2 ans en poste maximum et ça bouge. Donc, plus vous multipliez les créneaux par lesquels vous proposez votre solution, vous réfléchissez à ce que vous faites, plus vous aurez, selon moi, la chance d'opérer un changement pérenne dans le système éducatif. Et puis la dernière, c'était l'impact. C'est que les académies sont un point d'entrée et de validation, si je puis dire, de ce qu'on fait et de notre travail extrêmement important pour les dispositifs nationaux par la suite. Donc à nouveau, selon ce que vous faites, travailler avec une académie, ça peut vous permettre petit à petit d'avoir un agrément académique et à terme de candidater pour avoir un agrément de l'éducation nationale. Ça peut être un point d'entrée pour les cités éducatives, qui sont des dispositifs particulièrement intéressants, parce qu'on a parlé beaucoup de coopération depuis tout à l'heure. Les cités éducatives, il y a vraiment cette approche systémique de se dire qu'on fait collaborer les différents adultes en fait qui sont là pour accompagner les jeunes. Et donc en ce sens-là, les académies, c'est vraiment des partenaires qui vont vous ouvrir d'autres portes pour mieux penser et mieux déployer votre projet. Alors, vous avez commencé à le dire, mais j'aimerais bien juste qu'on rentre un petit peu dans le détail de l'essaimage et comment est-ce qu'une académie peut justement aider un projet, un entrepreneur, un assopreneur à essaimer.
Bon, il y a plusieurs leviers et Vanessa vient d'en citer quelques-uns. Bon, il y a les territoires numériques éducatifs. Ça, c'est quand même un très bon exemple parce que le fait qu'on ait voilà, un certain nombre de départements qui ont été choisis, qui sont financés, dans lesquels les académies ont choisi de s'engager, les collectivités ont choisi de s'engager. Et il y a là un effet un peu massif d'une politique qui est concentrée sur l'innovation et notamment l'innovation par le numérique avec le numérique, avec 4 leviers. La formation des enseignants, et donc évidemment un des leviers pour aller jusque dans la classe, ça passe par la formation, donc ça c'est essentiel. Il faut bien comprendre ça quand on travaille dans l'éducation. Les équipements, ça relève évidemment de la responsabilité des collectivités, mais avec des aides de l'État. Les ressources, elles sont multiples, parce que ce sont les ressources qui sont produites dans les académies, mais aussi les ressources qui sont apportées par les partenaires. Et donc, ces 3 leviers d'action font qu'à l'échelle d'un département, sur des communes qui ont été choisies parce qu'elles ont été identifiées avec des besoins particuliers dans les apprentissages, de la petite école jusqu'à leur parcours vers l'enseignement supérieur éventuellement, il y a une volonté de les accompagner avec le numérique. Et le 4e levier en fait, des TNE, des territoires numériques éducatifs, c'est la parentalité. On ne l'a pas tellement évoqué jusque-là, les parents. Je crois que c'est important quand même, et notamment parce que le numérique est à la fois un levier et un frein. C'est un frein pour les parents qui sont loin de l'écriture, de la maîtrise des codes de l'école, de même la maîtrise des codes de notre société, de notre pays. Et le numérique peut être un levier pour mieux leur faire comprendre cela. Donc travailler avec les parents et le fait que la parentalité, la relation avec les parents soit à travers le numérique un objectif très spécifique des TNE, pour moi je trouve que c'est très intéressant et c'est ce qui a motivé aussi les collectivités rurales, urbaines, grandes métropoles, quartiers QPV, etc., qui sont engagées avec nous dans le TNE de l'Hérault. L'autre intérêt de travailler aussi sur la parentalité, c'est de travailler sur la continuité éducative, le périscolaire bien sûr, mais aussi jusqu'à la maison. Et, tout à l'heure, on voyait un exemple de cela dans les ressources possibles. Dans les autres leviers, je ne vais pas détailler trop, mais évidemment, les projets des cités éducatives. Bon, l'Académie de Montpellier, je disais, très marquée par des indicateurs de pauvreté. Il y a 7 cités éducatives quand même, rien que dans notre académie, c'est pas mal. Parce que là, il y a la volonté de travailler avec les acteurs de manière un peu concentrée sur les écoles, les collèges qui sont concernés, les associations, les acteurs, les collectivités aussi. Il y a les territoires éducatifs ruraux qui démarrent. Donc ça, c'est nouveau, mais ce sera une opportunité aussi de s'engager, je pense, dans des projets. Voilà quelques pistes sur des leviers concrets et de terrain pour agir sur les territoires. Je voulais ajouter juste un petit point là-dessus. Nous, vraiment, notre expérience, c'est les académies qui ont eu le courage de nous faire confiance au tout début, quand on est arrivé avec notre proposition d'offre. Et c'est vrai que vous testez votre solution, ça vous permet d'avoir du retour très concret sur le quotidien de ce qui se passe. Et c'est les premières académies qui vont vous dire oui, qui vont ouvrir la porte pour la suite. Donc, je pense que c'est vraiment un point d'entrée particulièrement puissant pour les entrepreneurs. J'ai envie de rebondir parce qu'il y a un aspect aussi qu'on n'a pas encore évoqué, que je voudrais évoquer, c'est comment on fait système en fait. Parce que faire confiance à une association de start-up qui arrive, qui a des propositions intéressantes, qui répondent à nos objectifs, les compétences psychosociales par exemple, on le fait, mais comment est-ce qu'on fait système ? Et c'est la question que je pose toujours à mes interlocuteurs, les équipes, mes équipes, mais aussi les enseignants ou dans les établissements, les écoles que je rencontre. C'est comment est-ce que vous avez fait ? Comment est-ce qu'on va faire pour ce que vous faites ici qui marche et dont on peut mesurer le résultat, l'impact sur les progressions des élèves, par exemple ? Comment est-ce qu'on fait pour essaimer
et faire système. Et en fait, il n'y a pas vraiment de recette, je crois. Il n'y a pas vraiment de recette, sauf que la preuve de la réussite, la preuve du concept, la preuve de la réussite, une fois, le fait de faire connaître, d'organiser des rencontres, de favoriser la connaissance de ces dispositifs ou ces solutions ou ces propositions va favoriser l'appropriation. Et l'appropriation par les acteurs de terrain, comme elle est nécessaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des conditions nécessaires, eh bien ça prend du temps et donc il faut cet effet boule de neige pour pouvoir essaimer. On ne peut pas décider de manière autoritaire que cette solution-là doit être la bonne. Encore plus après la crise Covid qu'avant, je crois que les enseignants ont de l'appétence pour ce qui est collaboratif, pour ce qui est transversal. Et donc, pour que ça marche, il faut qu'ils s'approprient et qu'ils considèrent que cette solution qu'ils ont pu connaître est vraiment utile et ils peuvent l'intégrer dans leur pratique. Merci. Vanessa, est-ce que tu peux nous donner, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de la table ronde, tu nous donnerais un dernier conseil, un peu bonne pratique pour travailler avec une académie ? Je peux en donner 2, si je fais vite. Le premier, ça va rejoindre ce que disait Madame Béjean et ce qui a été dit sur les collectivités, mais c'est regarder les spécificités de l'académie ou des académies auxquelles vous voulez vous adresser. Il y a 30 académies en France. Il y a 1 million de profs, 12 millions d'élèves. Si on faisait une grossière moyenne, vous avez plus de 30 000 profs par académie, vous avez plusieurs centaines de milliers d'élèves. C'est tout un écosystème géographique, historique, politique, qui a sa propre coloration, ses propres contraintes. Est-ce qu'il y a beaucoup de QPV ? Est-ce qu'il y a beaucoup de territoires ruraux ? Est-ce qu'il y a des cités éducatives ? Est-ce que les thématiques que je porte avec mon projet sont des thématiques qui sont importantes pour ce territoire et des thématiques pour lesquelles ils vont avoir besoin de ma solution ? Si la réponse est oui, on y va. Si la réponse est non, eh ben, on va voir un autre territoire. Ça, je pense que c'est vraiment important de s'adapter à ça. Et le deuxième, c'est vraiment concrètement sur les points d'entrée. Nous, des collaborateurs vraiment importants pour nous, ce sont les chefs d'établissement et les inspectrices et les inspecteurs. Chefs d'établissement, ils sont sur le terrain tous les jours. On a parlé de faire système, d'être ensemble. Chef d'établissement, il voit les élèves, il voit les profs, il voit les parents. Il travaille avec la mairie. Donc, il a énormément d'informations très précieuses à vous remonter. Et il est à la congruence de ces différents milieux. Les inspectrices et les inspecteurs, ils sont très proches du terrain. Madame Brun évoquait tout à l'heure, pour le projet, par exemple, il fallait que les 4 inspecteurs et inspectrices du territoire aient donné leur aval. Ils ont du pouvoir, ils ont un pouvoir décisionnaire et un pouvoir d'influence qui est très fort. Et ils vont faire le relais entre ce qui se passe sur le terrain et au niveau de l'académie et ce qui se passe d'un point de vue national et plus vertical. Voilà. Donc ces 2 points d'entrée-là me paraissent intéressants. Et sur le comment faire, effectivement, il n'y a pas de mail type, il n'y a pas de soyez vous-même, racontez vraiment l'essence de ce qui fait votre projet et allez dans les événements, regardez les dispositifs qui sont proposés sur le terrain. Est-ce que Canopé organise quelque chose ? Est-ce que le Lab 110 bis fait quelque chose ? La Cardi, les inspecteurs, allez-y, rencontrez, parlez, proposez ce que vous faites et après, vous pouvez faire des mails, etc. En présentant au plus précis, au plus concret, la solution que vous déployez. Je pense que c'est ça qui pourrait aider. Un grand merci à toutes les deux. Alors, on est un peu short sur le timing et je sais que certains de nos interlocuteurs doivent partir, donc je propose qu'on prenne des questions plutôt à la fin et au moment des animations et qu'on enchaîne avec une petite animation de Lily Cool qui revient pour nous capter et ensuite on passera à la 3e table ronde. Un grand merci Vanessa et Madame la rectrice. Ça marche, oui. Alors nous voilà pour un deuxième temps CPS avec Lily. Marianne tout à l'heure a parlé de hiatus. Vanessa, tu viens de parler de congruence. Alors nous on va parler de virlangue parce qu'on parle bien chez Passerelle et qu'on prend des mots de vocabulaire choisis. On va parler. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on avait 3 types d'activités, donc des temps calmes, de l'art et de l'impro et des ateliers philo. Donc on va rentrer dans nos activités Je m'exprime ensemble. Et je vous propose qu'ensemble, on ose à l'oral. Donc oser à l'oral. Je vous propose que chacune de sa place, on prenne plaisir
à faire un virlang. Un virlang, tongue twister en anglais, c'est l'occasion de travailler sa diction, son articulation et même sa posture pour une prise de parole à voix haute ou pour travailler la fluence, par exemple, avec ses élèves. Et donc, on en connaît quelques-uns, les dodus dindons et autres tontés, tatiloté, tatou. Mais parce que la créativité, c'est tous les jours, chez Lily, on a créé un petit virlang passerelle. Portés par leur père, si passereau, pas si pressé, se prépare pas à pas à apparaître pour plaire au parterre de partenaires passerelles. Voilà, on est là, on en est là. Et parce que... Ouais, magnifique. Je l'ai fait 1000 fois avant. Non. Et donc, pour vous aider à tous contribuer, toutes et tous contribuer, sous votre chaise, vous avez une petite carte Lily Cool avec marqué ce petit virlang qui vous permet de l'avoir sous vos yeux. Alors, je vais vous le mettre avec le son, si le son marche, pour que vous l'entendiez tel que l'entendraient des élèves en classe ou des enfants en périscolaire. Passerelle. Portés par leur père, si passereaux, pas si pressés, se préparent pas à pas à apparaître pour plaire au parterre de partenaires passerelles. Sympa, non? Donc si ça vous va, je vous propose que je compte jusqu'à 3 et que, bon an, mal an, chacun, chacune s'y essaye. On y va? 1, 2, 3. C'est incroyablement parfait. Bravo, bravo, bravo. Et si on a le courage sur ces petits bordereaux, et ça n'est pas valable pour le premier rang qui doit absolument rester attentif en tant que parrain et marraine, mais pour les autres rangs, les heureux élus et heureuses élus, je vous propose très rapidement de faire un mime ensemble. Donc ceux qui ont une petite... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Un petit autocollant. Un œillet, merci Gaël. Un œillet en haut, dans le coin de cette petite carte. Vous êtes invité à venir pour un mime, mais vraiment pas du tout ridicule, pas du tout long, et très sympa. En espérant que les gens osent. Donc ceux qui ont un œillet sur leur petite carte, et qui ne sont pas au premier rang, on va le faire ensemble. Non, il doit y avoir quelques personnes quand même. Normalement, il y a une dizaine de personnes. On a le droit de l'offrir à son voisin ou à sa voisine si on n'a pas envie d'y aller. Et quand on reçoit ce cadeau, on est obligé de se lever. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est? Il est dans les mimes de la Jouet Collectif. Alors, c'est l'alphabet visuel passerelle qu'on a créé pour l'occasion. On est combien là? On est 5? Mélodie, tu viens avec nous? Sarah? Alors, le principe de l'alphabet visuel, ça marche très bien en classe ou en périsco, c'est que simplement, il va y avoir un mot qui s'affiche en aléatoire et on va jouer avec son corps, donc en silence. Souvent, quand on fait de l'impro, on a l'impression que les mots valent pour beaucoup, mais le corps aussi est essentiel. Et donc, avec son corps, on doit réussir à écrire les lettres d'un mot en collectif. Et ce mot, passerelle, incroyablement, c'est passerelle. Voilà. Donc, voilà. Moi, je veux bien faire le E, moi. C'est un E, c'est un L. Je fais un autre E. Mais attends, comment je fais un L? C'est pas complètement... Mais il y a quelques fautes d'orthographe, mais bon. Merci. Voilà pour le moment, Lily. Désolé, merci aux sacrifiés volontaires. Et je vais laisser la parole. Et je crois que, Gaël, tu partageras des petits carnets philo après, parce que c'est le troisième type d'activité qu'on ne vous a pas présenté. Merci beaucoup Arnaud. Alors je reprends la parole pour la troisième table ronde. Je vais appeler Vincent et Damien à me rejoindre. Merci à tous les deux d'être là pour cette troisième et dernière table ronde. Alors, on a parlé collectivité, on a parlé académie. Maintenant, on va parler impact. C'est un mot que vous avez entendu dans la bouche d'un certain nombre de nos interlocuteurs ce soir. Et on va se poser la question de dans quelle mesure est-ce que mesurer son impact est une bonne passerelle pour, par exemple, assurer de nouveaux financements ou assurer un développement pour sa structure. Avec moi, là, j'ai deux interlocuteurs
phénoménaux, Vincent Günther et Damien Baldin. Je vous laisse vous présenter rapidement. Je commence, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Vincent Günther, je suis l'un des fondateurs d'une entreprise qui s'appelle Bookinou, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes enfants dans la lecture, de leur donner goût, de leur transmettre ce goût de la lecture. Et la solution se compose d'une partie matérielle, qui est un lecteur de livres pour enfants, d'une plateforme numérique qui permet de créer et de lire les contenus aux enfants. Et on est une équipe de 10 personnes basée à Lyon. Et on existe depuis 2018 et on équipe environ 15% des écoles du premier degré. Aujourd'hui, on équipe des espaces lecture dans les classes avec une promesse qui est de donner plus de temps d'exposition aux livres et à l'écrit pour les enfants. Voilà. Ça fonctionne. Bonsoir à toutes et tous et merci à la Banque des Territoires de cette invitation. Damien Baldin, j'ai la chance de diriger la France Engage, qui est un formidable accélérateur en France des projets portés par des citoyennes et des citoyens qui apportent une innovation sociale et dont notre objectif est d'assurer et de permettre le changement d'échelle en multipliant leur impact social tout en assurant la multiplication de leur impact territorial. La France s'engage, c'est aussi une coalition d'acteurs qui trop souvent ne travaillent pas ou ne collaborent pas assez ensemble, l'État, les grandes entreprises, le monde associatif, les entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire. Et toute cette coalition, eh bien, depuis 10 ans, elle a accompagné 233 lauréats. Chaque année, nous détectons et sélectionnons une quinzaine de structures d'innovation sociale sur tout le territoire. Il n'existe pas un seul département en France où il n'y a pas au moins un lauréat implanté de la France s'engage. Et puis, nous avons un programme d'accompagnement qui dure pendant 3 ans avec un soutien financier qui permet eh bien, d'assurer, ou en tout cas d'amorcer le changement d'échelle du projet d'innovation sociale. Merci. Alors, à nouveau, je reprécise, Vincent est lauréat de la première promotion de Passerelle, quand même. Et Damien, on l'a dit tout à l'heure, est l'un des parrains de la deuxième promotion de notre accélérateur. Alors, on se pose la question, pourquoi mesurer son impact ? Je vais prêcher un petit peu pour notre paroisse, mais nous, côté Banque des Territoires, on a vraiment mis en place une démarche de mesure d'impact avec la définition d'indicateurs extra-financiers à la fois dans le cadre de nos mandats et de nos investissements, mais c'est aussi le cas dans Passerelle. On forme et on accompagne les lauréats à la mesure d'impact grâce à Brian, qui est au fond de la salle, qui accompagne l'ensemble de nos lauréats. J'avais une première question pour vous, c'était notamment Damien, pourquoi est-ce que selon toi la mesure d'impact doit être un critère un peu essentiel dans la sélection ou même dans l'accompagnement des projets que tu as à la Fondation La France s'engage ? Alors, c'est évidemment essentiel et la démonstration de l'impact est un des 3 critères de sélection des projets lauréats La France s'engage. Une fois que j'ai dit ça, d'abord, je partage avec vous la difficulté, malgré tout, que j'ai avec le mot « impact », dont on se satisfait plus ou moins, mais il faut quand même, je le redire au moins une fois quand même durant la séance, c'est quand même un mot qui vient d'un vocabulaire guerrier, et j'ai toujours un peu de mal de parler d'impact sur des enfants, a fortiori lorsqu'on est en éducation, mais c'est bien de l'avoir en tête, de se le dire aussi quelquefois, et de se dire que même s'il y a un écosystème où on parle d'impact, et on est les premiers aussi, je parle d'impact social évidemment des projets, j'ai toujours quand même un petit a priori négatif sur le mot, et c'est bien, je pense, de garder cette conscience que le mot n'est pas forcément le meilleur aujourd'hui, et que d'ailleurs c'est assez intéressant qu'on n'ait pas forcément toujours les bons mots appropriés pour décrire ce que nous faisons. Je préfère celui de progrès social, de progrès, même celui d'évaluation plutôt que de mesure d'impact, même si ce n'est pas toujours la même chose. On y viendra. Mais voilà, je voulais quand même vous le partager parce que c'est quelque chose qui revient très souvent et je pense qu'on est tous à peu près autour de la table. On s'interroge tout le temps sur l'offensive et sur la généralisation de ce mot qui, surtout en termes d'éducation, peut poser problème par son étymologie. Donc évidemment, la mesure d'impact, elle est essentielle pour une fondation qui va sélectionner des projets d'innovation sociale et qui va les accompagner dans leur changement d'échelle. Ce qui nous importe, nous, c'est plutôt d'apprécier la capacité de démonstration
qui est un mot aussi souvent que je préfère à celui de capacité à démontrer mon impact. Démontrer, je trouve que c'est démontrer l'efficacité, démontrer que mon dispositif apporte du progrès ou des progrès. Ça, c'est un point essentiel. Donc, on est surtout attentif au fait que les acteurs en question ont bien ce point d'attention et ce réflexe de démontrer son efficacité. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est plus que d'outiller, parce qu'il y a des acteurs spécialisés dans ce domaine, c'est plutôt d'assurer une diffusion de la culture de l'impact, en n'oubliant pas l'accompagnement sémantique sur le mot, une culture de l'impact, et qui après doit permettre aux acteurs de trouver pour le coup les bons outils, la bonne mesure d'impact, et puis aussi si on peut rappeler que malgré tout l'évaluation, et c'est le rôle de maisons comme les vôtres ou comme les nôtres, de se rappeler que en fait une vraie mesure d'impact ne vaut que si elle est vraiment évaluée, c'est-à-dire comparée avec d'autres. Ok, donc je vais virer impact. Donc si on dit, dans quelle mesure est-ce que quand même mesurer dans ces cas-là son progrès, c'est quelque chose qui est important dans l'éducation? On le voit, on a une salle remplie de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est quand même important de le faire? Pour ma part, je pense que déjà, on le fait pour nous-mêmes, en tant qu'entreprise et puis en tant qu'équipe, cette étude de progrès social. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à perdre un peu le nord, et puis on est quand même, on a forcément en tant qu'entreprise, on a des enjeux économiques aussi, et puis on passe son temps à quelque part aussi à vendre ses solutions, ses produits, ses services, etc. Et puis des fois on peut s'y perdre. Et à un moment prendre un pas de recul et essayer d'avoir une analyse un peu objective, transparente, qui soit fine, et réaliste de là où on en est, c'est déjà une bonne chose. Donc je pense que cette étude d'impact, je garde le terme, tu m'en veux pas, hein, sinon c'est quand même important déjà de l'avoir pour nous, pour l'équipe, et puis parce que voilà, ça reste un phare. Après, à quel point c'est important, je pense qu'on le doit tout simplement, cette notion, alors qu'on l'appelle du progrès ou de l'impact, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est hyper fédérateur, parce que c'est ce qu'on a tous dans le viseur, quelles que soient les parties prenantes, qu'on soit collectivité, je pense, enseignants, qu'on soit au niveau de l'académie, qu'on soit entreprise, etc. Ce qu'on cherche finalement, c'est qu'à la fin, au bout du bout, il y ait un progrès dans les apprentissages de l'enfant à différents niveaux, etc. Et du coup, ça aligne considérablement tous ces acteurs-là pour qu'on soit vraiment à tous se batailler dans le même sens. Déjà, ça c'est un point. Et puis après, je dirais que nous, cette étude d'impact, quelque part, on la doit à nos clients, qui sont des écoles ou des collectivités. Et puis on fait une promesse au début sur ce que peut apporter nos produits, nos solutions, nos services, etc. Et donc on doit y répondre, et on doit apporter quelque part une forme de preuve de ce résultat. Donc je pense qu'on la doit, c'est une manière de montrer que le service est rendu. Alors on ne le fait pas tout seul, parce qu'on sait que les produits ils ont plus ou moins d'impact en fonction de la prise en main qui en est faite par les enseignants. C'est pas magique, on le met pas sur la table et d'un seul coup les enfants progressent. Mais je crois que du coup c'est important qu'on fasse ce point à la fin, parce que ça fait partie, ça boucle une boucle. C'est pas une fin en soi, mais c'est important de l'avoir. Tu veux rebondir, Damien? Même si tu emploies le mot de viseur, c'est évidemment essentiel, et nous-mêmes on a cette fois-ci dans le cadre de l'accompagnement de la France Engage, qui dure pendant 3 ans, en fait presque 4, on a 3 axes qui nous semblent essentiels pour accompagner les porteurs des projets, les porteurs d'innovation sociale. C'est l'accompagnement dans le conseil stratégique, dans la structuration juridique,
qui est aussi un angle mort, qui est un petit angle mort très souvent de l'accompagnement des entrepreneurs et des associations d'innovation. Le troisième axe, c'est justement, ça fait écho à ce qu'on disait sur les deux premières tables rondes, c'est le conseil à l'implantation territoriale. Comment je déploie mon dispositif sur d'autres territoires, selon quelle modalité, selon quelle discussion politique, selon quel modèle de structuration. Et le quatrième axe, c'est justement la mesure d'impact. Et où donc là, on estime que justement, pour permettre, parce que nous savons qu'il faut aussi apprendre en fonction des interlocuteurs extrêmement variés à devoir démontrer, sortir une mesure d'impact, ou au contraire parler d'évaluation, de démonstration. Et que donc, ce qui est très important pour nous, et une fois encore, c'est en tout cas de mener un travail d'acculturation générale, et c'est cela qui est le plus important aussi, me semble-t-il, parce que ce qui nous intéresse à travers l'impact, c'est quel est le sens politique de mon action. C'est pas mesurer l'impact, en fait, c'est au contraire, c'est quel progrès je veux apporter. Et après, comment je peux assurer l'évaluation de ce progrès, à savoir, est-ce que mon dispositif, par rapport à des dispositifs lambda ou existants, dans quelle mesure ils apportent vraiment un progrès, et notamment le progrès des enfants. Et puis ça nous permet aussi, c'est essentiel, et vous le savez comme on en a parlé, c'est la dimension de tous les bénéficiaires indirects. Est-ce que le plus important dans le cadre de mon dispositif, c'est d'améliorer les compétences des élèves directement, ou au contraire d'améliorer les compétences des parents et des enseignants? Et donc, c'est aussi une excellente manière d'interroger les fondamentaux de ce pourquoi j'ai décidé d'agir. Et après, vous avez, comme Brian et comme d'autres, des spécialistes qui vont pouvoir mettre en musique, qui vont vous dire, ben voilà, ça c'est votre projet politique, parce que je pense qu'ici on a tous des projets politiques dans l'éducation, parce qu'on est justement dans l'éducation. Et après, voilà, il y a plein de formidables acteurs qui vont pouvoir mettre en musique votre mesure d'impact, ce qui sont les fondamentaux de votre projet. Et vous avez tous les deux mentionné la formation, l'acculturation. Vincent, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu retires de la formation à la mesure d'impact, désolé, dans le cadre de Passerelle? Déjà, en introduction, c'est que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, on ne l'aurait pas fait tout seul. Ou enfin, je vois pas comment. On aurait peut-être trouvé d'autres solutions entre-temps, mais c'est vrai qu'on aurait eu du mal à vraiment franchir le cap. Ensuite, il y a une notion effectivement d'acculturation, de se poser toutes les questions que tu viens de donner, Damien, donc je ne le répète pas, c'est hyper important. On l'a fait aussi on l'a fait en petit groupe. Il y a un petit groupe dans l'équipe. Alors tout le monde a été impliqué, mais sur le suivi même du projet de cette étude qui était en fil rouge sur plusieurs mois, sur presque 12 mois, il y a une petite équipe de 2-3 personnes qui vraiment le portaient au quotidien. Donc ça, c'était important qu'il y ait ce suivi. Puis après, c'est en termes de méthodologie, en fait, et puis de rigueur qu'on s'impose pour, à la fin, avoir quelque chose qui soit à la fois pertinent et en lequel on croit tous. Même, je reviens sur cette idée de départ, qu'on croit tous, qu'on soit intimement convaincu au niveau de l'équipe de ce pourquoi on le fait, de là où on est aujourd'hui et puis de là où on a envie d'être demain. Finalement, cette étude d'impact, ce qui est intéressant, c'est surtout entre l'étude 1 et l'étude 2, à la limite, c'est d'essayer de trouver du progrès entre deux études, plutôt que de le considérer comme un point d'arrivée. Mais en tout cas, ça nous a aidé à vraiment structurer ça de manière objective pour qu'on soit tous au même niveau de conviction aussi en interne. Et c'est important de le partager parce que les équipes, elles bougent. On le disait tout à l'heure, dans nos académies, il y a du turnover. Dans nos équipes, c'est pareil. Et en fait, ce genre de choses, ça permet aussi d'avoir un peu d'études d'impact, d'avoir quelque chose sur lequel on puisse transmettre aux nouvelles personnes qui arrivent. Et puis, et pas simplement sur une conviction qui peut sembler personnelle, mais sur aussi des choses qui ont été calculées, quantifiées de manière méthodique. Et est-ce que selon vous, ça peut être justement une passerelle vers, par exemple, une potentielle levée de fonds ou du développement commercial ? Alors oui, sur la partie développement commercial, là, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, c'est quelque chose c'est une conviction qui s'est créée aussi en réalisant cette étude d'impact, c'est le fait que
c'était quelque part presque... J'hésite maintenant, j'hésite sur les mots à employer entre les termes guerriers et les termes hyper commerciaux. Je me dis mince, je vais dire des bêtises. Non, mais c'est vraiment en fait, c'est devenu un moteur économique. C'est-à-dire que dans la mesure où on le doit à nos clients et on estime qu'on aura réussi, qu'on veut construire sur le long terme, s'il y a un impact qui est avéré par le biais d'une étude ou d'une reconnaissance du terrain. Après, on peut parler réellement d'impact ou d'autres manières, mais du coup c'est ce qu'on doit atteindre, et s'il y a déjà de l'usage, de l'utilisation, de la reconnaissance des personnes qui l'utilisent parce qu'ils détectent qu'il y a des choses qui se mettent en place, des progrès qui ne se feraient pas sans, par exemple, que ce soit les parents, les enseignants, des enfants, eh ben, on a atteint notre objectif, et en ça c'est ce qui nous inscrit dans la durée. Je dis vraiment un moteur économique où derrière, ça doit être valorisé aussi. Ça peut générer des nouveaux contrats, des nouveaux accords, et une pérennité aussi dans le temps, hein, parce qu'il y a bien un moment où en fait il y a des accords qui sont passés, puis il y a une date de fin, et puis à cette date de fin, on fait un bilan. Et si le bilan, il n'y a pas un moment où on est capable de montrer qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était donnés au départ, qui sont souvent du coup liés à l'impact, et ces accords-là, ils peuvent pas se poursuivre. Donc en ça, on le rapproche très très directement d'une logique. Est-ce que ça apporte du business ou est-ce que ça renouvelle du business? Oui. Ouais. Damien, je te voyais commencer à répondre. Non, je me disais qu'on aurait pu, quand on parle d'impact et que nous sommes dans le champ de la scolarité et de l'éducation, il y a un seul impact, c'est l'impact social. Donc je pense que systématiquement, c'est qu'il faut ajouter l'adverbe social, l'adjectif social au substantif impact, et ça c'est pour moi là aussi essentiel. Et ce qu'on mesure, c'est pas, on mesure pas l'impact, on mesure l'impact social ou l'impact environnemental. C'est évidemment, une fois qu'on a un peu daubé sur le mot, on peut quand même dire que on est quand même content aussi que beaucoup d'acteurs, et privés et publics, se soient appropriés à travers ce mot-là le souci, la démonstration et de l'efficacité de l'action, et que donc que ça soit dans une perspective commerciale, de levée de fonds, de levée en fonds propres, ou bien d'une sélection à travers une fondation ou à travers notre appel à projet public, c'est devenu absolument essentiel. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et là cette fois-ci c'est aussi un appel aux autres acteurs financeurs, de ne jamais oublier que lorsque vous êtes censé aider une association ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, de penser qu'il faut l'aider à financer sa mesure d'impact. Ça coûte de l'argent, une mesure d'impact, voire même à financer des postes, je pense notamment aux postes de chercheurs. Et là, pour le coup, je l'adresse plutôt à nous-mêmes, bailleurs de fonds, d'avoir de plus en plus de réflexes et de militer collectivement pour que, dans les appels à projets, publics et privés, il y ait de manière beaucoup plus systématique que cela, une part du financement, soit en fonctionnement, soit sur projet, qui aille de manière systématique à la mesure de l'impact social. Et ça, je pense que c'est une règle qu'on doit se mettre à nous-mêmes, bailleurs de fonds. Merci à tous les deux. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci pour votre partage et vos convictions aussi. Je vais passer maintenant la parole pour la conclusion à Alice Bouteloup, qui est responsable du pôle éducation au sein de la Banque des Territoires. Et voilà, vous avez eu un petit aperçu de tout ce qu'on fait au sein du programme Passerelle. Un grand merci à nos parrains et marraines pour vos interventions et votre présence aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci Alexandra. Alors donc accompagner l'accélération, le passage à l'échelle des entreprises et associations à impact du secteur de l'éducation, c'est la raison d'être de Passerelle. C'est difficile, on le sait, de naviguer dans cet écosystème de l'éducation, naviguer entre les différents interlocuteurs. On a eu un peu un aperçu de différents noms, naviguer entre les compétences partagées, entre collectivités territoriales, services académiques, et puis face à une temporalité
qui n'est pas toujours celle des entreprises et des associations. Naviguer aussi dans ce que j'appelle les injonctions paradoxales de l'éducation. C'est par exemple le soutien à l'entrepreneuriat, l'enjeu de souveraineté numérique, souveraineté française, face à parfois certaines réticences à travailler avec le privé quand on est du domaine public. C'est l'enjeu de s'appuyer aussi sur les acteurs de l'éducation nationale, les collectivités territoriales, qui peuvent être un véritable relais, tout en faisant face aussi aux questionnements de neutralité qui peuvent incomber dans ces fonctions-là. Voilà. Donc il y a ces difficultés, ces enjeux-là, et d'un autre côté, j'observe à travers cette dynamique de cet événement, et puis toute cette dynamique de collaboration qui se concrétise. On a également, à travers ces expéditions apprenantes l'année dernière à Poitiers, cette année aussi à Lille, et puis bientôt à Montpellier, véritablement une vraie qualité d'écoute et de partage. Et je trouve vraiment que c'est un véritable objectif qu'on avait et qui est atteint grâce à ce temps dédié dans des agendas bien remplis de ces différents interlocuteurs, et grâce également vraiment à nos parrains et marraines que je remercie chaleureusement. Voilà, donc c'est la raison, c'est l'objectif de la Banque des Territoires, apporter des clés de lecture dans cet écosystème, des éclairages via ce dispositif passerelle, via également l'étude sur laquelle nous travaillons. Marianne Faucheux y faisait référence tout à l'heure, cet enjeu de la collaboration publique-privée autour du numérique éducatif. Comment dresser un état des lieux de cette collaboration, quel dysfonctionnement, quelles recommandations pour pouvoir la renforcer, la pérenniser. Et voilà, c'est un travail qui s'appuie sur un travail avec les entrepreneurs de la filière EdTech, avec nos partenaires EdTech France et Afinef, avec des questionnaires menés auprès de plusieurs collectivités territoriales, voilà, différents entretiens avec des institutionnels aussi, bien évidemment. Et puis, travailler, je dirais, à la multiplication de ces temps d'échange, de ces passerelles qui s'appuient justement sur ces partenariats avec les acteurs de la filière, avec les collectivités territoriales qui sont nos partenaires à l'échelle de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts, et puis bien évidemment aussi avec les institutionnels, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec lesquels nous travaillons à une convention de partenariat en cours de renouvellement. Donc cette compréhension de l'écosystème, cette dynamique partenariale, elle est clé pour développer ces passerelles au service de cette innovation dans l'école et pour les élèves, pour les équipes éducatives. Je paraphraserai justement en faisant un peu un clin d'œil à notre séjour à Lille, l'un des intervenants qui était présent, qui était Dazen adjoint, qui disait que tant que nous aurons cet objectif commun d'accompagner, d'élever le niveau général des élèves, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, à l'aise justement pour faire des erreurs, les accompagner dans l'acquisition des savoirs fondamentaux, et puis aussi pour faire face à cette question de transition numérique, de transition écologique, nous aurons intérêt à travailler ensemble. On ne peut que travailler ensemble. Donc, voilà, je pense que c'est important dans ces questions d'enjeux, de collaboration publique-privée, de garder à l'esprit cette dynamique partenariale qui existe. Peut-être pour clôturer, du coup, quelques mots pour nos intervenants. Madame la rectrice qui a dû partir, mes chers Damien, chère Charlotte, merci aussi aux lauréats de cette deuxième édition pour leur engagement. Et puis je salue aussi les lauréats de notre première édition. Je vois Iris de Zamizen, J'explore, Vincent qui était là également. C'est aussi cet engagement qui permet aussi de faire vivre ce dispositif. Bien évidemment, merci à l'équipe de Passerelle, Alexandra qui pilote ce dispositif chez nous, et à l'équipe de Make Sense. Je donne donc 2 rendez-vous pour nos lauréats au mois de juin, puisque donc Madame la rectrice nous accueillera dans son académie, sur son territoire. On a parlé de DRAN, on a parlé de Cardi, de TNE, de Cité éducative. Tous ces acteurs, on aura l'occasion de les rencontrer également. C'est au programme. Et puis également un rendez-vous donc le 20 juin, ici même, au Hub des Territoires, pour partager les conclusions de l'étude sur la collaboration publique-privée à laquelle je faisais référence, et pour laquelle, du coup, nous allons pouvoir échanger. Pour finir, je vous inviterai donc à découvrir le stand de l'école comestible et de Débacteur autour du buffet qui
qui est organisée. Et puis un petit appel aussi pour les lauréats passerelles de cette deuxième édition pour qu'ils nous rejoignent pour une petite photo de groupe. Voilà, merci à tous. On va vous mettre au centre de la photo. Quand même. Hein? Non, vous allez au centre. On va essayer de mettre derrière. Elle est... Oui, voilà, c'est ça, très bien.